Et on enchaîne sur la deuxième table ronde de l'après-midi. S'il vous plaît, je vais vous demander d'accueillir donc les intervenants de cette seconde table ronde, que sont Jean-François Bouscarin, président URPS infirmier d'Occitanie. Monsieur Bouscarin, venez nous retrouver. Christelle Camas, directrice générale Réseau Résilience Occitanie. Célia Cardozo, coordinatrice du partenariat patient en recherche à l'IHU Institut Imagine et présidente fondatrice de l'association Tintamarre. Le docteur François Olivier, PHCH Montauban, président directeur de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Occitanie, la FEREPSI Occitanie. Jean-Christophe Poutrin, professeur associé de médecine générale et à l'origine des MSP de Montrégeau et de Lourdes-Barousse. Yves Roland, gériatre CHU de Toulouse, et Laurent Schmitt, président de la CRSA Occitanie, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Voilà, on fait une petite pause, on se remue les poignets, les chevilles et les articulations. Mais on y va, on y retourne. Allez, encore une petite heure de discussion et puis une demi-heure d'interaction avec vous tous dans la salle et nos collègues à Montpellier. Aujourd'hui, vous le savez, en termes de démographie médicale, on est quand même dans une situation assez difficile. On voit combien la souffrance est réelle dans le monde des soignants. Alors l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle assombrit un peu plus l'horizon ou au contraire, est-ce qu'elle est synonyme de perspectives plutôt réjouissantes dans le travail? Par qui serons-nous soignés demain? Qu'est-ce que les professionnels de santé entrevoient-ils dans leur environnement avec l'intelligence artificielle? Je voudrais qu'on démarre avec Jean-François Bouscarin, s'il vous plaît. Saisissez-vous d'un micro. Vous êtes président, je l'ai dit, du RPS infirmier d'Occitanie. On a bien deux micros, voilà. Alors aujourd'hui en France, la santé, on le sait, est à la croisée des chemins d'un point de vue économique. Pour autant, on peut quand même toujours se féliciter d'avoir un système assez extraordinaire que beaucoup de pays nous envient, hein, il faut le dire. La solidarité nationale autour de la maladie avec la sécurité sociale et un accès aux soins pour tous, accès également à d'excellents professionnels et à des molécules onéreuses pour tous. Alors comment est-ce qu'on fait pour préserver ça demain? C'est pour vous l'essentiel qui chapeaute la totalité de la réflexion. Autre paramètre, le temps médical aujourd'hui s'est réduit, hein, avec une raréfaction, on le sait, de l'accès aux médecins généralistes, augmentation des pathologies chroniques, vieillissement global de la population, augmentation des consultations. En première ligne aujourd'hui, 3 professionnels, pharmaciens, médecins et infirmiers, avec des compétences mal, voire pas du tout reconnues. Depuis le mois de mai, si on a suivi un peu l'actualité, on assiste, on le sait, à un vrai balayage du décret de vos compétences, avec un élargissement de ces compétences à valoriser. Dès lors, sur l'évolution du métier d'infirmier et des soignants, est-ce que vous pensez que l'IA va pouvoir aider? Alors déjà, merci de faire participer à la réflexion et je vais prendre plaisir à échanger avec vous. Et je vais m'appuyer aussi sur ce que j'ai pu entendre depuis ce matin. On est une vieille profession, avec les médecins et autres, je pense qu'on doit faire partie quasiment du Moyen-Âge, même sûrement avant, dans la notion du prendre soin de l'autre, puisque on est tous en humanité, en lien les uns les autres. Beau métier, on ne va pas le rappeler. Alors, 17e siècle, c'était la seringue en argent, et puis en 18e, un peu plus après, on l'a abandonné à 1970, la seringue en verre, et puis aujourd'hui, elles sont dans des plastiques renouvelables. Il faudra d'ailleurs penser à l'éco-soin. Donc il va falloir aussi se projeter sur ces nouvelles dynamiques. Au final, une vieille profession qui ne disparaît pas et qui suit son temps avec toute une progression. Et comme vous l'avez dit, on est pour nous à la croisée des chemins. Alors, plusieurs signaux. Alors évidemment, l'intelligence artificielle est un signal fort pour nous parce que on est une profession assez jeune, la moyenne d'âge est à 45 ans, nombreuse, puisqu'il y a des années où on a eu une forte attractivité et on va se poser la question du renouvellement générationnel, bien entendu, et c'est notre rôle et notre charge aujourd'hui. Ensuite, évidemment, elle est très aidante et j'ai beaucoup aimé votre réflexion, elle est éclairante. À mon cabinet le matin, les patients avant avaient peur du prélèvement sanguin. Aujourd'hui, ils ont peur de savoir comment ils vont ils vont récupérer leur bilan sanguin sur l'applicatif, etc. Alors on ne mettra pas des dossiers, mais comme on a parlé ce matin très justement avec l'ARS des inégalités sociales en santé, c'est l'humanité et l'humain, le professionnel de santé qui reprend la main et qui, en fonction de l'écosystème du patient, va pouvoir y amener une réponse. J'ai des jeunes qui sont des geeks, récupérer un bilan, c'est ludique.
d'accord. Et si en plus je peux le pousser dans un espace, alors c'est fantastique. Mais pour le 3/4 de mes patients, ils sont âgés, ils n'ont pas ou peu de smartphones, et s'ils en ont un, ben évidemment la manipulation est extrêmement complexe. Et donc vous avez vu, on a transféré le stress d'un soin qui aujourd'hui fait plus mal, puisque je vous ai parlé de l'aiguille en argent, elle devait faire extrêmement mal. Aujourd'hui, elles font absolument pas mal, évidemment, et d'ailleurs, on est suffisamment qualifié pour utiliser des outils adaptés à la personne. Donc dans ce tableau-là, j'aurais une réflexion qui est de dire, j'ai des jeunes professionnels aujourd'hui qui rentrent au cabinet, qui ont connu, ça a été abordé sur le diabète, ils n'ont connu que en fait, tout ce qui est intégré sur la peau pour relever la prise de diabète. Et la dernière fois, chez ma patiente, ce logiciel-là ne fonctionnait plus. Et il faut qu'on apprenne à dégrader comment on fait sans l'outil numérique. Parce que le soin, lui, doit continuer. Elle était complètement perdue parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'il fallait un autopiqueur, qu'il fallait un matériel qu'on trouve à la pharmacie, etc. Et donc là, il faut les deux. Il faut à la fois appréhender les nouvelles technologies, mais il ne faut surtout pas oublier ce pourquoi on a été formé et la méthode dégradée. Je crois qu'on a cité l'aviation. Il faut savoir conduire des deux, sinon, dans tous les cas, on va dans le mur. Concernant notre diplôme, aujourd'hui, on a la croisée des chemins et l'ARS... et enfin, en tout cas, tous les travaux des instances, je crois qu'on a eu un des ministres, François Braun, assez pragmatique, et d'autres avant lui, de dire, écoutez, quand on a mal à une épaule, on peut aller directement chez un kinésithérapeute, et quand, par exemple, on a une plaie aujourd'hui extrêmement complexe, on peut aussi aller directement chez un infirmier, parce qu'aujourd'hui, au regard de nos compétences, on a un métier qui est extrêmement bien formé, qui est d'ailleurs envié par d'autres pays, et qui a aujourd'hui des compétences qui sont dans le système de santé mis en exergue parce que d'autres, et en particulier la médecine générale, n'a plus le temps de faire. Et aujourd'hui, je vais en finir là, il vaut mieux que l'art médical, dans toute sa splendeur, passe du temps au diagnostic avec son patient dans une consultation pleine et entière, et que l'ensemble des patients stabilisés, qui eux connaissent leur pathologie, qu'on doit guider dans le système de santé, les infirmiers, on peut évidemment jouer ce rôle qui est plutôt, qui sera un rôle à mon avis en plus réussi. Est-ce que finalement le défi qui se présente à vous, il n'est pas au niveau du contenu de la formation des infirmiers et des nouveaux métiers qui vont apparaître, notamment les métiers dans le domaine de la coordination ? Alors, tout à fait. Alors, j'ai envie de vous dire, la coordination, intrinsèquement, dans le cadre d'un domicile, c'est vraiment un espace sanctuarisé. On le fait parce qu'on a une vision, et peut-être ça prend difficilement sur les bancs de l'école, mais une vision globale de ce qui se passe dans le domicile, dans tout l'environnement, qui parfois n'est pas perçu par nos collègues hospitaliers. Tout va résider dans le fait qu'on puisse nous transposer la donnée domiciliaire vers l'hôpital et inversement. On a encore tout un tas de travail à réaliser sur ça. Sur la partie sociale, on ne soigne pas quand il y a des difficultés sociales. Évidemment, on n'appréhende pas la prise en soin de la même manière, la partie économique, la partie cognitive de la personne, etc. Donc oui, tout ça est en mutation. On a des défis qui sont à relever. On est en train d'écrire, c'est terminé et c'est parti dans les moulinettes, et on espère beaucoup la profession que ça sera retenu. De manière, c'est la première fois que l'ensemble de la communauté infirmière, tout obédience confondue, s'est réuni pendant plus d'1 an pour dire, voilà, avec beaucoup de réalisme, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans le système de santé, parce qu'on se sent avec un mandat social, et est-ce qu'on ne fera pas, très clairement, parce qu'on ne va pas sauver le système de soins. C'est l'OMS qui dit qu'aujourd'hui, si on veut des portes de sortie pour appréhender le vieillissement de la population et les pathologies chroniques, il faudrait impulser un peu plus de dynamisme vers notre métier. Donc, dont acte. Là, aujourd'hui, on a la copie. J'espère qu'il y aura le courage politique pour évidemment nous donner un certain nombre de compétences, pas pour nous, mais au service des patients qui sont en attente, bien entendu. Et on vous entendra à nouveau tout à l'heure, mais je voudrais qu'on entende Christelle Camas, directrice générale du réseau Résilience Occitanie, avec ce regard du monde du médico-social à présent. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est le réseau Résilience Occitanie en quelques mots. Oui, alors l'association que je représente, Réseau, en fait, gère des établissements spécialisés donc dans le secteur du handicap, de l'enfance jusqu'à la personne âgée handicapée, et également des EHPAD et des services à domicile. Donc on couvre finalement un spectre assez large, donc sur 3 départements en Occitanie, en partie est, et nous accueillons nous accompagnons autour de 2600 personnes. Alors la particularité, c'est que nous sommes également sur le champ PH-PA,
Et que à la question par qui serons-nous soignés demain, déjà moi j'ai une première question, c'est par qui serons-nous soignés aujourd'hui, puisque nous avons des besoins pas forcément couverts en santé, hein, sur tout le secteur de la santé, que ce soit la partie santé mentale, comme le soin sur les EHPAD ou à domicile, ou pour lesquels certaines personnes ne peuvent pas accéder parfois à l'entrée en EHPAD parce qu'elles n'ont pas de médecin traitant. Et donc, à un moment donné, c'est une difficulté aussi pour rentrer en EHPAD. Donc, ce qu'on fait quand même, on fait des choses aujourd'hui, et heureusement, on y est aidé par la téléconsultation, qui est très pratiquée, assez bien pratiquée et assez intéressante pour les personnes qu'on accompagne. D'une part parce que ça leur permet de ne pas forcément se déplacer sur les lieux de consultation, et donc ça, c'est quand même assez intéressant pour les publics fragiles ou vulnérables que nous avons. Nous avons également, alors ça marche plutôt bien, même s'il faut parfois trouver les médecins, et une fois qu'on a trouvé les médecins, on peut mettre en place de la téléconsultation. Donc ça, il y a aussi, je crois, la formation qui est faite aide aussi peut-être à favoriser finalement le développement de la téléconsultation. Ensuite, il y a la télé-expertise aussi, qu'on utilise beaucoup, et de manière assez régulière et qui est assez efficace, à savoir pour tout ce qui est notamment dermatologique, la gestion des plaies, des cicatrices, etc. Et ça marche très bien. Et là, généralement, on a des retours avec un avis médical, on peut avoir des chatbots, etc., qui nous permettent d'avoir des avis par rapport à, par exemple, une photo qui est transmise ou un bout de vidéo, etc. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et après, on a tout ce qui peut être assez intéressant aussi. Alors, c'est plutôt des outils numériques, si vous voulez, pour répondre aujourd'hui aux besoins. Sur des thérapies non médicamenteuses, par exemple, on va essayer d'utiliser des outils ou pour l'accès à la santé, au sport ou à la réadaptation, avec des outils particuliers. Tout ce qui est domotique aussi, qui se développe beaucoup dans le service, avec le maintien à domicile et les autonomies. Et tout ce qui est lié aussi à la sécurité des personnes sur les chutes, on a eu les bracelets, etc. Avec toutes les questions éthiques que cela pose chaque fois selon les questions. J'allais vous poser la question de l'éthique, mais surtout, est-ce que vous êtes de l'équipe IA? L'IA redonne du temps aux professionnels de santé, gain de temps. Écoutez, alors aujourd'hui c'est une question. Nous, on pense que, alors déjà la question de l'IA est assez nouvelle parce que savoir qu'est-ce qu'on peut obtenir avec l'IA, ou demain qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nouvelle finalement application ou intérêt d'application pour utiliser l'IA dans nos établissements. Ce que j'ai évoqué là, à mon avis, ça peut se développer encore plus, hein, que ce soit sur la sécurité, l'autonomie des personnes pour rester à domicile. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Je pense qu'il y a aussi des tentatives en santé mentale de solutions qui peuvent être intéressantes pour des publics que nous avons et pour lesquels on n'a pas du tout d'accès à des médecins psychiatres. Nous, on pense que ça peut aussi redonner un peu de temps aux professionnels, notamment sur toute la partie administrative. Enfin, sur la partie administrative et sécurité, parce que la difficulté qu'on a aussi dans le secteur, enfin en tous les cas pour nous, c'est parfois du turnover aussi dans les professionnels. Donc comment arriver à avoir une sécurité, si vous voulez, dans le soin, avec des données qui sont des données dont on sait qu'il y a une sécurité parce qu'elles sont régulières et elles vont faciliter aussi l'intégration de nouveaux ou l'intérimaire qui arrive, par exemple, sur l'établissement. En EHPAD, c'est assez courant. Donc sur les personnels administratifs, je pense que ça peut aider dans tout ce qui est rapport administratif qui doivent être fournis, pour lesquels on peut avoir un peu de gain de temps, ou transmission d'informations et formation au quotidien sur des choses simples, sur peut-être l'hygiène, savoir faire un bon acte au bon moment, qui pourrait peut-être faciliter ou aider à la décision dans certaines situations. Est-ce que vous diriez en conclusion que ces nouvelles technologies liées à l'IA sont plutôt bien accueillies aujourd'hui dans le monde médico-social ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont bien accueillies parce qu'elles ne sont pas encore très déployées. On utilise des choses qui restent soit des outils de manière tout à fait ponctuelle, parce qu'on peut être sollicité. Effectivement, on en a parlé du coût. Et je pense qu'une des questions, justement, et nous, c'est ce qu'on veut faire au niveau de réseau, c'est la mise en place d'une veille là-dessus pour pouvoir chaque fois expérimenter de manière un peu agile, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment on forme les professionnels à l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications possibles, on est démarché, avec des coûts très variables et dont on ne sait pas très bien analyser l'impact. Et donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'impact, autant pour les professionnels que pour ce que ça ramène en termes de valeur ajoutée, si vous voulez, pour le service. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, oui, face aux difficultés que nous avons, on peut penser que l'IA peut être une solution. Ça ne sera pas la seule solution, mais ça peut être une solution pour peut-être garantir peut-être plus de sécurité, avoir un parcours plus individualisé pour les personnes et en même temps peut-être offrir des perspectives auxquelles on ne pense pas encore aujourd'hui, quoi. Voilà, donc nous aider dans les difficultés que nous rencontrons au quotidien sur les ressources en santé, oui, on y croit. Merci pour votre témoignage. Je voudrais qu'on entende Célia Cardozo, à présent coordinatrice du partenariat patient en recherche à l'IHU Institut Imagine et présidente fondatrice de l'association Tintamarre. Vous êtes une patiente partenaire dans les projets de recherche de l'IHU Imagine, salariée d'un institut de recherche en tant que coordinatrice du partenariat patients en recherche. Vous avez accepté de partager votre vision de la place des patients dans la recherche. Dans ce schéma, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle justement aujourd'hui ? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée également. Donc effectivement, moi je suis coordinatrice du partenariat patient en recherche à l'Institut Imagine. Donc déjà, l'Institut Imagine, c'est donc un institut de recherche qui se situe à Paris et qui est spécialisé dans les maladies génétiques et donc qui est le premier institut de recherche et de soins au niveau européen sur les maladies génétiques. Donc, il y a à peu près 550 personnes qui travaillent dans cet institut, qui est rattaché au campus Necker Enfants Malades, puisque donc, à Necker, il y a 31 centres de référence maladies rares qui sont directement en lien avec l'Institut. Et moi, je les ai rejoints dans le cadre du programme Sciences humaines et sociales en 2021, en tant que représentante d'associations de patients, avec d'autres représentants d'associations. Et on a réfléchi ensemble, en fait, à la place du patient dans l'Institut, et justement au fait que en plus d'être objet de recherche, ce qui est évidemment fondamental pour faire avancer les projets de recherche, peut-être ce serait intéressant de lui donner une autre place. Et donc cette autre place, nous l'avons vraiment construit en groupe de travail pluridisciplinaire qui était basé sur la base du basé sur le volontariat, donc avec des chercheurs, avec une valence éthique et juridique, avec des représentants d'associations de patients et également avec des coordinateurs de centres de référence maladies rares. Et ça a été un cheminement progressif et un travail commun, et ça j'aime beaucoup le souligner parce que c'est vraiment de la co-construction. Donc, ce projet a été copiloté donc, par Maura Samarani, qui est la chargée d'éducation et des missions société de l'Institut Imagine, et donc par moi-même, et a abouti à la création d'un programme dont je suis maintenant coordinatrice, donc salariée de l'Institut depuis le mois de mars. Et vraiment, mon rôle, c'est de permettre aux laboratoires de recherche d'intégrer des patients dans leurs projets de recherche, mais pas que, puisque même les chercheurs ont proposé en fait d'intégrer des patients dans leur équipe de recherche de façon plus ou moins, de façon ponctuelle, mais à un rythme à déterminer, pour justement amener une perspective différente au sein de l'équipe. Dans les projets de recherche également, donc là moi je collabore sur plusieurs projets de recherche, notamment des RHU, donc au niveau européen, pour permettre aussi le déblocage de lignes budgétaires, puisque c'est ce qui nous est demandé aussi d'avoir, dans les grants et les work packages, d'avoir des lignes budgétaires justement pour pouvoir rémunérer les patients partenaires qui souhaitent s'impliquer. Parce que là aussi, on est très sollicité quand on travaille dans le milieu associatif pour les compétences qu'on a pu développer dans la vie avec la maladie, et ensuite aussi les compétences que nous avons développées au sein de nos propres associations. Et ces compétences font avancer finalement la recherche, font avancer les prises en soins. Et le bénévolat a ses limites. Au-delà
du côté financier, il y a aussi le côté charge émotionnelle, le bénévolat. On a du mal à dire stop parce qu'on est investi et du coup on fait beaucoup d'heures. Et voilà, et donc c'est... Ouais. Merci. Eh bien justement, dans ce cadre, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur quelle est aujourd'hui la place du patient dans ce schéma? Votre vision à vous? Alors moi, ma vision, c'est que on a beaucoup été centré dans le monde médical sur faire pour le patient, et ça, c'est super. Et enfin, moi, je sais que c'est grâce à ça aussi. Donc, ma fille est atteinte d'une maladie rare, et donc heureusement qu'on a fait pour elle. Voilà, elle a été vraiment. Si elle était née il y a un siècle, elle n'aurait certainement pas vécu. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante, mais c'est vrai que maintenant, au-delà de faire pour les patients, c'est faire avec eux. Parce que faire ensemble, en fait, c'est vraiment encore plus... Ça accélère aussi, en fait, la recherche. Ça permet d'avoir des recherches qui sont plus pertinentes, et surtout quand on sait les difficultés que vous rencontrez tous, notamment les professionnels de santé par rapport aux problématiques de temps et aux problématiques de financement, rendre la recherche plus pertinente, c'est avoir d'une certaine façon l'assurance d'avoir des résultats qui seront concrètement utiles à des personnes, et de ne pas faire des recherches qui vont être un petit peu hors sol, ou qui vont finalement, le taux d'attrition étant ce qu'il est, rester dans un tiroir, alors qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée au début, qu'il y a aussi des financements qui ont été débloqués pour des projets. Voilà, moi j'en connais, des projets même du coup en lien avec le numérique, des applications qui ont été développées, mais qui ne sont pas adaptées en fait à la vie des patients, parce que tout simplement, en fait, le patient, il n'a pas envie qu'on voit que sur son téléphone, sur son smartphone, surtout quand on est adolescent, tiens, il y a une application et c'est quoi? Et quand tu cliques dessus, à quelle heure tu fais caca ou à quelle heure tu fais pipi? Voilà, c'est des choses, seules des personnes concernées, en fait, peuvent finalement apporter cette vision et cette perspective, et c'est précieux et ça fait aussi gagner du temps. Voilà. Merci pour votre témoignage. Docteur François Olivier, vous êtes, je l'ai dit, président directeur de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Occitanie, la FEREPSI Occitanie. On aimerait avoir votre vision du monde de la santé mentale, qui est également très en souffrance, on le sait aujourd'hui. Quelles sont, de votre point de vue, les perspectives liées à l'intelligence artificielle dans ce domaine? Alors peut-être vous dresser, mais très brièvement, parce que le sujet est vaste. D'abord, merci d'avoir invité la psychiatrie, qui est, je le dis pour mes collègues, mais la plus belle des spécialités, il faut qu'ils le sachent. Et donc, trois axes très simples. Le premier axe, peut-être un axe santé publique, on va dire. On considère aujourd'hui qu'une personne sur 7, là, à l'heure aujourd'hui, le 7 juin, vous avez un Français sur 7 qui est censé présenter ou souffrir d'un trouble psychique ou psychiatrique. Donc c'est un chiffre énorme, et si on prend vie entière, on est aux alentours de 1 sur 5 à peu près. Donc on s'adresse déjà à une masse de personnes extrêmement importante, donc des enjeux de santé publique importants. Deuxième chose, peut-être une partie coût, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui la psychiatrie représente, je crois que c'est plus de 20 milliards au budget de l'assurance maladie, c'est le premier poste, donc ça nécessite qu'on réfléchisse à ça. Et si on parle en termes de coûts directs, coûts indirects, on est à plus de 160 milliards en France. C'est-à-dire qu'on voit bien l'impact extrêmement fort de la pathologie mentale, de la pathologie psychiatrique dans notre société. Donc ça, je pense que c'est déjà important de comprendre ça. Et puis il y a une troisième dimension qui va se rapprocher de notre réflexion d'aujourd'hui, qui est peut-être la spécificité de la psychiatrie, qui est une spécificité thérapeutique, c'est-à-dire que c'est une des rares spécialités qui n'a pas vraiment de machinerie ou d'imagerie, qui n'a pas de diagnostic biologique, puisque ce sont des diagnostics cliniques, et certes nous avons des médicaments, nous avons des points d'impact médicamenteux, biologiques, de stimulation, tout ce que vous voudrez, mais finalement la plupart du soin psychiatrique se fait avec l'humain. C'est la relation humaine, c'est la reconnaissance que nous avons, de nous reconnaître humains les uns avec les autres, de partager des expériences, de l'émotionnel, de se comprendre, de cultiver l'altérité, la singularité,
de travailler sur l'intersubjectivité. Donc vous voyez, on est sur des choses qui sont extrêmement compliquées et où, sans l'humain, on se demande qu'est-ce qui va se passer si on enlève l'humain. Donc effectivement, et vous comprenez, juste je finis là-dessus, la complexité et d'abord la difficulté que vous avez aujourd'hui à accéder à un psychiatre ou à un soignant, puisqu'effectivement, il y a une inflation de demandes qui se font. Le Covid est encore plus accéléré chez les jeunes adultes, adolescents, où on voit une souffrance qui apparaît, qui n'était pas aussi visible, mais qui est aussi forte. On voit les TSA de plus en plus nombreux, les troubles du spectre autistique, les troubles neurodéveloppementaux. Donc on voit bien qu'il y a un besoin accru de demandes en psychiatrie santé mentale. Pour autant, donc vous venez de le préciser, cette activité, elle est surtout tournée autour des relations humaines. Ça veut dire que ça laisse peu de portes d'entrée de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Eh bien non, justement. Paradoxalement, c'est ça qui nous interroge aussi, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a d'un côté, si vous voulez, un manque de moyens, un manque de finances probablement, un manque de thérapeutique, et de l'autre côté, un rapport, une inflation de demande. Donc on voit bien que dans ce hiatus, dans cet espace, va s'engouffrer le numérique et l'intelligence artificielle. Il y a de la place pour y rentrer. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement fascinantes, intéressantes, passionnantes. Par exemple, on sait qu'on a des possibilités de déceler des signaux faibles. Vous savez, la clinique, on a des signaux forts et puis il y a des signaux faibles. Et par exemple, il y a tout un tas d'outils numériques qui permettent de discerner effectivement des signes très précoces. Par exemple, dans les émergences psychotiques chez des jeunes, où on peut effectivement, avec le numérique, la façon dont ils utilisent leur téléphone portable, ce qu'ils écrivent, leurs écrits, si on y a accès, on peut repérer des choses qui vont nous dire attention, cette personne est à risque ou peut être à risque de développer des choses. Donc, on voit qu'on peut trouver de l'intérêt, probablement aussi dans la personnalisation, l'optimisation des soins à venir. Bien sûr dans la recherche, puisqu'on a, alors, je sais pas, 10 puissance 18, je sais pas quoi, octets de trucs en santé. Donc probablement que pour la recherche, il y a des choses aussi intéressantes et dans la formation aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter tout ça, il faut s'y intéresser, mais effectivement, ça va s'engouffrer dans la psychiatrie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les premiers agents conversationnels, c'était un psychiatriste, c'est-à-dire que c'était dans les années 70, je crois, où vous avez une célèbre discussion entre, d'un côté, vous aviez Elisa, qui était un psychiatre virtuel, et de l'autre, Paris, qui était censé représenter un patient souffrant d'une maladie schizophrénique, et ils conversaient tous les deux. On était dans les années 70. Bon, là, ça nous faisait un peu rigoler, parce qu'on était vraiment loin de la réalité. Mais depuis, les choses ont un peu évolué, et on a des chatbots aujourd'hui, des agents conversationnels qui rentrent de plus en plus dans le quotidien de la santé mentale. Et alors bon, j'ai pris quelques exemples. Vous avez Waybot qui est, je crois, oui, c'est qui développe par exemple des programmes de thérapie comportementale et cognitive qui sont censés vous traiter, comme pourrait le faire un psychiatre, un psychothérapeute. Vous avez Ouisa, j'ai noté pour pas oublier, qui, je ne sais pas si vous le repérez, c'est une espèce de pingouin ludique. Ouisa, c'est censé être un chatbot émotionnellement intelligent qui vous accompagne dans vos émotions quand vous n'êtes pas bien. Donc vous voyez que les applications existent derrière, alors avec des éléments intéressants, une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça peut répondre aussi à des demandes. Un coût réduit, normalement l'anonymat. Ça peut résoudre peut-être, Dr Morfois parlait ce matin de l'inégalité territoriale, peut-être c'est une façon aussi d'y accéder, c'est-à-dire où que vous soyez, vous pouvez peut-être accéder à ce genre de choses. Pas social, je pense. Bon, on peut réduire la charge des professionnels, probablement, des interventions en temps réel. Après, on voit aussi les dérapages. On a vu, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un truc qui s'appelait BetterHelp, qui était une plateforme d'aide psychothérapique anglo-saxonne, qui en fait vous adressiez à des psychologues pour faire une psychothérapie, et on s'est rendu compte qu'effectivement ils avaient partagé toutes les infos confidentielles aux plateformes publicitaires. Je crois que 7 millions de dossiers ont été comme ça divulgués, donnés aux plateformes. Voilà, donc ça pose quelques petits problèmes éthiques, effectivement. Et puis peut-être pour finir, après je suis ouvert à cette question, mais on passe après aux robots. Je trouve c'est très intéressant aussi, les robots
compagnon, vous savez, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une facilité chez l'être humain à l'anthropomorphisme, enfin, c'est-à-dire que très facilement, on peut considérer que cette espèce d'engin, finalement, on peut le reconnaître quelque part comme un être humain, parce qu'on a cette capacité-là, nous. Et vous connaissez tous Paro, le phoque, enfin, je ne sais pas si vous allez dans une maison de retraite, qui est extrêmement sympa, hein, c'est un petit phoque qu'on caresse, blanc, il a 7 moteurs, il tourne, il ouvre les yeux, et ça apaise beaucoup, ça joue beaucoup dans l'apaisement des patients, et c'est extrêmement intéressant, et ça marche très bien. Vous avez Mabou, c'est un petit robot comme ça qui porte un écran, qui est intéressant aussi pour le domicile, où il peut s'intéresser aux patients, dire comment vous allez, est-ce que vous avez pris vos médicaments aujourd'hui, comment va votre humeur, et donc vous pouvez converser avec lui. Normalement, l'information doit arriver, parce que c'était la question qui était posée aussi tout à l'heure, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté quand même qui réceptionne les informations, sinon ça sert quelque part peut-être pas à grand-chose. Et puis vous avez des choses plus sophistiquées, vous avez un truc qui s'appelle ELI, qui est développé par les Américains sur le syndrome de stress post-traumatique pour les soldats américains notamment. Extrêmement intéressant, effectivement, où tu as des programmes d'accompagnement dans le cadre des syndromes post-traumatiques, et qui s'associe aussi à une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est la réalité virtuelle. Tout à fait passionnant, la réalité virtuelle, la capacité d'exposer les gens progressivement, très intéressante dans les thérapies d'exposition progressive sur les phobies, les addictions. Donc, vous voyez que si vous mixez un peu tout ça, finalement, il y a beaucoup d'intérêt. Alors, effectivement, ça assiste le soignant. On est bien d'accord, ça assiste le soignant. On est bien d'accord que les robots, ils ne sont pas conscients, a priori, enfin, à part que je n'ai pas bien compris, mais je ne crois pas qu'ils soient conscients de leurs émotions. Donc, effectivement, ils ne ressentent pas. Par contre, ils peuvent simuler. Ils simulent l'interaction sociale quelque part. Ils simulent le comportement empathique. C'est ce que disait monsieur ce matin. Ils simulent les processus cognitifs. C'est-à-dire que quelque part aussi, il y a une forme de tromperie dans cette simulation, à laquelle on peut très bien se laisser aller. Donc, OK, comme assistants, ils sont assez extraordinaires dans leur capacité, mais je ne pense pas qu'ils puissent remplacer l'humain dans son humanité. Voilà, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on verra un jour une intelligence artificielle poser un diagnostic de schizophrénie ou de bipolarité, et faut-il s'en féliciter? Bon, certains vous le proposeront, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Je ne crois pas, puisque je pense quand même que l'humain doit garder la main, et on a, je pense, tous envie d'être soignés par des humains. Alors après, effectivement, le robot en face, quid du consentement éclairé, de l'équité aussi. Enfin, on peut aborder toute l'éthique autour de ça, de la transparence des algorithmes, parce que aussi, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et puis, surtout, la déshumanisation des soins. Enfin, moi, ce que je redoute, moi, c'est ça, c'est la déshumanisation des soins, quelque part. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas fasciné, je suis enthousiaste, fasciné et inquiet par cette déshumanisation. Et puis ce risque de bascule dans l'acceptation aussi inconditionnelle de ce que nous disent ces machines, c'est-à-dire finalement qui critique le GPS aujourd'hui, à quel moment on bascule dans le fait qu'on reste critique par rapport à tout ça. Voilà, enfin, ça m'interroge un peu. Et puis moi je suis aussi inquiet sur la dimension d'un peu de la manipulation affective qui peut très bien jouer au travers des chatbots, etc. Et l'impact qu'il peut y avoir sur nos enfants, je ne sais pas trop non plus. Voilà, donc. Merci pour votre témoignage. Jean-Christophe Foutrin, professeur associé de médecine générale et à l'origine des MSP de Montrégeau et de Lourdes-Barousse. Vous avez la pratique de la pluriprofessionnalité. On va s'écarter un petit peu du sujet IA pour vous demander, en tant qu'acteur de cette pluriprofessionnalité, quel est votre regard sur ce nouveau paysage du soin de demain? Comment est-ce qu'on sera soigné demain? Est-ce que vous pourriez nous parler de la médecine générale et de ses perspectives en la matière? Merci pour votre invitation. Alors, oui, je vais essayer de vous donner une vision, et je précise qu'elle m'est personnelle. Hein. Par exemple, je ne représente pas la vision du département universitaire de médecine générale aujourd'hui. Et cette vision, c'est une synthèse de mon exercice de médecine générale depuis maintenant 4 décennies, de mon exercice universitaire, mais en tant que responsable des stages dans Midi-Pyrénées pour les internes de médecine générale, ce qui me permet de rester proche d'eux, et aussi de mon exercice dans les 2 structures de maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors moi, je crois que dans les années qui vont venir, on n'aura plus vraiment un médecin traitant en tant que tel.
D'ailleurs, certains intervenants l'ont déjà pointé. Dès aujourd'hui, c'est difficile. Je pense qu'on aura affaire dorénavant à des équipes traitantes. Et ça me paraît être la grande nouveauté. Nous étions, vous savez, il y a une grande intervention en médecine, c'est le colloque singulier. On apprenait ça, parce que je ne sais même pas si maintenant les étudiants ont des cours là-dessus en début d'études. Voilà. Alors, je ne dis pas bien sûr qu'on n'aura pas une relation très personnelle avec des médecins, je pense qu'on l'aura toujours, n'en déplaise aux chatbots et autres robots, mais la prise en charge se fera à plusieurs. Et donc on l'entrevoit, c'est une réalité déjà actuellement. Par exemple, à travers les nouveaux métiers de la santé qui sont déjà à l'œuvre. Donc à Montrégeau, par exemple, nous avons des assistantes médicales, ce sont nos anciennes secrétaires qui ont été formées et qui sont parfaitement capables de recevoir les patients, de les introduire dans le cabinet, de leur demander ce qu'ils veulent, d'aider au classement des dossiers. Elles peuvent aussi faire un certain nombre de gestes médicaux qu'elles sont parfaitement capables de critiquer. Par exemple, prendre la tension, peser, mesurer, ça c'est facile, mais ils traitent des bouchons d'oreille, des petites choses, mais ça nous fait gagner énormément de temps. Et donc dans cette structure, nous avons mesuré que nous gagnons à peu près 30% de temps médical. Dans un contexte raréfié, c'est tout à fait appréciable. Dans les nouveaux métiers, bien sûr, il faut citer les infirmières de pratique avancée. Alors moi, j'ai l'immense chance d'avoir 2 infirmiers de pratique avancée, ce sont mes associés, sont dans ma SCM. Et du coup, on s'appelle plus SCM des médecins, mais on s'appelle SCM des prescripteurs de Mont-Royal Santé. Vous voyez que ça avance. Et donc, ce sont des personnes, comme vous le savez, qui sont tout à fait aptes à renouveler les traitements des patients qui ont des pathologies chroniques stabilisées, qui sont tout à fait compétentes pour en dépister les complications et venir nous chercher, pas plus, pas moins, dans le bureau d'à côté. La sécurité est maximale. Alors c'est vrai qu'aux patients, ça leur a fait drôle au départ, mais je veux voir le docteur. Je ne veux pas un infirmier. Et maintenant, ils viennent nous voir 1 fois par an, et c'est bien assez. Donc, enfin, je veux vraiment souligner l'apport de cette nouvelle profession qui a su... alors s'imposer, ce n'est pas le terme, parce qu'on avait vraiment envie qu'ils viennent, mais c'est vraiment la grosse nouveauté. Je précise qu'à la faculté de médecine, vous êtes responsable des stages ambulatoires dans tout le département. Vous mettez dès lors dans les territoires les futurs acteurs de demain, donc vous êtes obligé de penser demain. Et oui, les jeunes viennent chez nous. D'ailleurs, on est aussi terrain de stage pour les étudiants en pratique avancée. Et donc, on leur montre cette collaboration et ça ne va pas de soi, même chez les jeunes, en fait. Je ne l'aurais pas cru, ça, par contre. Donc il faut bien les habituer. Et puis, il y a tout un tas de personnages autour de nous qui participent à l'équipe traitante. Nous avons les docteurs en pharmacie qui ont un temps de consultation dans nos 2 petites régions là, qui est non négligeable, où on a mis en place les protocoles. Et donc, ils sont contents que je le rappelle. Une pharmacie, c'est un centre de soins ouvert 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Bon. Il faut leur rendre hommage, hein, et nous non. Nous, c'est pas du tout comme ça. On est beaucoup plus difficile qu'à joindre en tant que médecin généraliste. Et on a aussi les infirmiers. Les infirmiers, il va falloir dire infirmiers traitants, puisque c'est comme ça que ça va évoluer. Mais les infirmiers font maintenant une partie du travail que nous faisions avant, quand nous faisions beaucoup de visites. Moi, j'étais avant dans l'Aveyron. Et maintenant, on fait peut-être 20% des visites qu'on faisait avant. Et c'est ces infirmiers qui vont au domicile et qui nous aident à avoir l'ambiance familiale. Et enfin, nous avons des psychologues qui actuellement ne sont pas encore considérés comme des professionnels de santé, mais avec qui on a des échanges extrêmement riches et qui nous permettent de dialoguer et d'essayer d'avancer parce que je suis dans le Comminges, et des psychiatres, on a envie de dire, mais quel psychiatre? Voilà. Et donc on essaie d'avancer. Le contexte pluriprofessionnel nous permet d'aller aussi loin que, par exemple, apprendre à faire un test de dépistage de l'autisme, qui s'appelle l'ADOS,
Et on le fait tous ensemble, petit à petit, en lien avec le Centre régional de l'autisme. Enfin, voilà le genre de dispositif qu'on peut mettre en place. Alors moi, ce que je voudrais dire, vous m'y avez un peu amené et je veux bien rebondir dessus. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes médecins, les jeunes internes sont tout à fait disposés à venir à la ville comme à la campagne. Et surtout, moi je pense que ce qu'on a besoin, c'est de donner du grain à moudre à leur enthousiasme, à leur idéal. Monsieur Schmitt va apporter quelques précisions tout à l'heure là-dessus. Il est en train de noter, attention. Et alors je veux donner cet exemple sur Lourbarousse, qui est vraiment un tout petit village. Et on nous propose de baser sur Lourbarousse un camion de dépistage et de prévention, notamment en santé féminine. Donc c'est un semi-remorque, hein, le jouet est considérable pour nous. Hein. On peut y faire des consultations, on peut y faire des téléexpertises, on peut faire des mammographies. Et il y a même un scanner mammographique qu'on peut faire de façon déportée dans les mairies, les salles des fêtes, aller dans les coins du département des Hautes-Pyrénées qui sont un petit peu reculés. Et quand j'ai présenté ça à mes jeunes collègues qui étaient autour de nous, mais il faut voir les étoiles qu'ils ont dans les yeux pour 3 raisons. La première raison, c'est que le jouet est technologique, et ça plaît beaucoup. Donc je rassure tout le monde sur l'intelligence artificielle, ça va marcher, mais il faudra quand même l'encadrer. Deuxièmement, parce qu'ils vont sauver un territoire. Il y a dans les Hautes-Pyrénées de nombreuses personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont pourtant éligibles à un dépistage de cancer du sein ou la réalisation de frottis. Et ils ont vraiment à cœur de venir dans ces territoires. Alors ils ne vont pas s'y installer, mais ils vont venir avec le camion. C'est déjà bien. Et le troisième outil, et il ne faut pas le négliger auprès des jeunes, c'est un challenge juridique, parce qu'il faut monter des structures qui permettent l'exercice de la médecine générale et de la radiologie. Donc à la question par qui serons-nous soignés demain, pour vous, l'humain a encore toute sa place. Oui, je pense que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont nous soigner, et en équipe. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on entende le professeur Yves Roland à présent, parce que le docteur François Olivier a dit à l'instant que la psychiatrie, c'était la plus belle profession. Mais vous allez nous dire que c'est la gériatrie. Bien entendu. Évidemment, bien sûr. Dites-nous un petit peu, merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner, gériatre au CHU de Toulouse. Comment est-ce que, justement, les gériatres se projettent dans ce schéma, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Merci pour votre invitation. Donc, alors les gériatres se positionnent de plus en plus vers le monde de la prévention. Donc, moi, je travaille à l'IHU Health Edge, qui est un IHU qui est dédié à la prévention, à la géroscience et au vieillissement en santé. Et notre sentiment, c'est que notre discipline doit se tourner vers la prévention. En fait, on a vraiment le sentiment que notre discipline doit évoluer comme d'autres disciplines ont évolué au cours des dernières décennies. Si on prend l'exemple de la cardiologie, mes maîtres qui m'ont formé ont vu apparaître les nouveaux traitements, toutes les actions de prévention. Et il en va de même pour d'autres disciplines comme l'oncologie, qui est maintenant très tournée vers la prévention. Et bien notre discipline gériatrique est en train d'avoir un virage vers la prévention également. Jusqu'à présent, notre discipline et les gériatres ont pris en charge des personnes qui étaient dépendantes. Nous sommes actuellement en train d'essayer de prendre la main sur les actions de prévention. Et dans le domaine, il y a énormément à faire. Donc on va essayer d'anticiper cette dépendance de plus en plus. Oui, et c'est faisable. Et on n'est pas très bon jusqu'à présent en France, en l'occurrence, puisque notre espérance de vie sans incapacité, ce que nous souhaitons tous, vivre vieux en bonne santé, n'est pas très bonne en France, comparativement à d'autres pays en Europe, ce qui laisse penser qu'il y a une marge de progression qui est importante. Et donc, ce que j'ai prévu d'évoquer aujourd'hui avec vous, c'est le dispositif, un des dispositifs que nous mettons en place sur l'IHU, qui est ICOP, qui est une démarche de prévention qui est réalisée en partenariat avec l'OMS, avec qui nous travaillons et qui a pour vocation à prévenir l'entrée dans la dépendance. Donc, c'est un dispositif qui, vous allez le voir, répond un peu à certaines des interrogations ou des questions qui ont été posées dans la table ronde précédente, puisqu'il s'agit d'une application que les patients, les personnes âgées, on va dire, puisque ce ne sont pas encore des patients, peuvent utiliser au-delà de 60 ans.
Ils utilisent cette application pour suivre un certain nombre de paramètres qui sont ceux qui comptent le plus pour les personnes âgées, à savoir le moral, vous voyez, je commence par ça, la mobilité, ce qu'on appelle la vitalité, ce qui est l'état nutritionnel, et puis 2 capacités sensorielles, la vue et l'audition. Et ces 5 dimensions sont bien entendu très interconnectées et constituent ce que l'on appelle la capacité intrinsèque. Et maintenir cette capacité intrinsèque, c'est quelque chose qui est possible. Ça, on a des travaux de recherche qui l'ont montré depuis une trentaine d'années, ce sont les travaux sur l'évaluation gériatrique. Mais jusqu'à présent, la mise en application de l'évaluation et des interventions pour prévenir le déclin fonctionnel n'était pas véritablement sur le terrain. Cette application, donc, les personnes âgées peuvent l'utiliser. Elles deviennent actrices de leurs soins. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Elles deviennent actrices de leurs soins. On n'aura pas des soignants derrière tout le monde. C'est juste pas possible. Et les personnes âgées sont de plus en plus volontaires pour être dans cette démarche-là. Je le dis parce que cette application que nous déployons sur l'Occitanie en partenariat avec l'ARS, mais qui se déploie également sur l'ensemble du territoire français et dans le monde, est une application qui, lorsque nous avons débuté, était réalisée en auto-évaluation dans 5% des cas. Actuellement, on est entre 25 et 30% des cas, les personnes âgées l'utilisent. On a actuellement près de 60 000 personnes qui utilisent cette application. Donc vous voyez, on est quand même dans une action qui devient une action importante, avec, lorsqu'une alerte apparaît, toute une démarche d'action qui passe par des équipes d'infirmières notamment, qui ont d'une certaine façon un nouveau métier aussi, qui vont appeler les personnes âgées, qui vont se mettre en lien avec les médecins généralistes, qui vont pouvoir prendre la main, et qui vont prendre la main lorsque c'est approprié. Donc il y a sans doute un gain de temps là aussi, parce que ça va être le bon patient au bon moment aussi, dans une action de prévention, lorsque véritablement il y a quelque chose à porter. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble être important dans l'avenir. Ça nous semble quelque chose qui va prendre son envol sur l'ensemble du territoire national et puis dans le monde. Ce sont des recommandations de l'OMS, donc c'est quelque chose qui porte fort aussi une action de ce type. Alors quel retentissement, quel défi pour l'accompagnement de la personne âgée ? Alors cet accompagnement, donc c'est pas une application qui va tout faire, mais moi je crois qu'il faut, ça a été dit déjà précédemment, il faut faire évoluer les métiers. Moi, je crois beaucoup à cela aussi. Alors, faire évoluer les métiers, c'est les aides-soignantes aussi, tout simplement, les aides ménagères qui peuvent faire des choses aussi importantes dans le cadre de la prévention, les nouveaux métiers infirmiers avec les IPA, bien entendu, moi j'y crois beaucoup. Bien entendu, tous les autres corps de métier peuvent s'en emparer. À ce titre, l'application ICOP peut être utilisée donc, par les patients eux-mêmes, mais par les soignants aussi, les médecins, bien entendu, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes l'utilisent actuellement. Donc ça aussi, ça leur donne la main aussi pour être acteurs de la prévention des personnes dont ils s'occupent. Je crois beaucoup au réseau également dans le domaine de la gériatrie. Alors le réseau Reliance en est un. Ça permet aux personnes âgées d'être pris en charge et d'avoir une fin de vie qui soit ailleurs que dans un couloir des urgences, par exemple. Ça, c'est quand même de la qualité et c'est très très bien pour les patients. Des exemples de réseaux qui fonctionnent, il y en a beaucoup. Il y a encore de la coordination à créer. Si on prend l'exemple de l'expérience du Covid qu'on a vécu tous ensemble, les réseaux avec les maisons de retraite aussi se sont concrétisés à ce moment-là aussi. Nous avons, à l'occasion du Covid, sur le pôle de gériatrie, mis en place une coordination pour que les équipes soignantes soient aidées lors des situations difficiles, de sorte à ce que peu de personnes des EHPAD, peu de résidents d'EHPAD arrivent aux urgences. Il y a actuellement cette plateforme qui existe toujours, qu'on appelle le PSPA, Équipe Parcours Santé Personnes Âgées, qui est dédiée uniquement aux EHPAD de toute l'Occitanie, a permis de réduire de façon considérable le passage aux urgences. Alors mon collègue des urgences n'est plus là, mais les chiffres le montrent. Donc ça, c'est aussi, je pense, de la qualité, c'est de la coordination et c'est quelque chose qui est un vrai progrès, je pense. Donc on rappelle ICOP, I-C-O-P-E. Alors ICOP, ça veut dire Integrated Care for Older People, donc les soins intégrés pour les personnes âgées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette application. Ah oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'elle sera visible par tous dans mon espace santé ? Oui,
Oui, D'accord. bien entendu. Oui, Consultable oui, par... tout à fait. Intégré à Espace Santé. Oui, oui, D'accord. c'est en cours. Tout le monde peut la télécharger. Hein, je vous invite à le faire. C'est bien entendu gratuit sur les applications habituelles. Et si vous le faites pour vos proches, pour vous-même, vous aurez des alertes et vous aurez ensuite, si des alertes apparaissent, des contacts. Donc ça, pour nous, c'est aussi une évolution dans nos pratiques. On a plusieurs infirmières qui sont à plein temps sur cette activité-là actuellement. Merci pour votre témoignage. Je voudrais qu'on entende Laurent Schmitt. On ne vous a pas encore entendu. Merci d'être là, président de la CRSA Occitanie, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Quelle est la vision du Parlement de la santé de la région? Peut-être on va dire 2-3 mots de cette CRSA pour ceux qui ne connaîtraient pas. Déjà, je ne sais pas si dans cette audience, quelques personnes ont un jour contacté leur parlement sanitaire pour leur faire part, demander des informations ou demander simplement un certain nombre de renseignements. Je ne suis déjà pas si sûr que notre audience connaisse la CRSA. Donc la CRSA, c'est le Parlement sanitaire de l'Occitanie. Il y en a une dans chaque grande région de France. Et elle a 4 grandes thématiques et on est en plein au cœur du sujet. Une thématique autour des usagers, et il y a ici des usagers membres de la CRSA. Une thématique autour de la prévention, on en a beaucoup parlé. Une thématique autour du médico-social et une thématique sur l'organisation des soins. Un des rôles de la CRSA, c'est, avec l'aide permanente de l'Agence régionale de santé, c'est de réfléchir à l'avenir sanitaire d'une région au travers de ce qu'on appelle un programme régional de santé, qui est notre feuille de route, notre guide pour les 4 ou 5 ans à venir. Et il faut savoir que pour rentrer dans ce PRS, il y a eu un dispositif qu'on a appelé la fabrique citoyenne, où on a interrogé plusieurs milliers d'Occitans sur qu'est-ce qu'ils attendaient de la santé. Et les attentes, elles sont extrêmement simples. 1. Avoir un professionnel de santé à disposition. Vous allez me dire, ah ben si c'est pour ça, on le savait. 2. Que ce professionnel de santé ait le temps de leur fournir des explications. Et on a quand même beaucoup discuté de ce qui était compréhensible ou pas. Et 3. Que les professionnels de santé de toute nature se coordonnent. Ces 3 données apparaissent à plus de 80%. C'est-à-dire que l'Occitan, vous et moi, on souhaite avoir un soignant qui vous explique et qui soit coordonné avec les autres. On ne cherche pas forcément de la compétence. Alors la compétence, elle est considérée comme acquise. C'est-à-dire qu'on considère que la qualité des systèmes d'enseignement et de formation, elle est reconnue. Et je crois que globalement, elle l'est tout à fait. Par contre, ce qu'on cherche, c'est que les professionnels se parlent entre eux. Et on a entendu plusieurs expériences là qui sont toutes de qualité, mais nulle part on apprend à des jeunes professionnels la notion de concertation, c'est-à-dire comment on se coordonne et comment on échange. Même si on a dit qu'il y avait ce matin, je ne sais plus combien d'heures, mais un jeune médecin ne sait pas toujours quoi dire à un jeune kiné, ne sait pas toujours quoi dire à un jeune pharmacien. Et donc cette notion, eh bien, elle peut s'apprendre dans des centres de stage et auprès de maîtres de stage, mais elle doit être enseignée dès le début, parce que si on veut avoir des équipes soignantes, il faut pouvoir échanger sur les enjeux du soin. Que vous inspirent tous les propos qu'on a développés depuis le début de cette table ronde sur cette arrivée de l'intelligence artificielle dans les métiers de la santé, professeur Schmitt? Alors, le programme régional de santé soutient un très grand nombre de projets, programmes en termes de santé numérique et d'intelligence artificielle. Et par exemple, pour répondre à Yves Roland, AECOP est nommément inscrit à plusieurs reprises. Il y a un gain absolu et d'information et des fois de mise en commun de données.
Mais je crois que le citoyen du fond de l'Ariège, du Tarn, de l'Aveyron, je ne vais pas tous les citer, dans le fond, il ne sait pas tout ça. Et cette notion, j'allais dire, de tout ce qui est accessible, lui est souvent étrangère, et lui se raccroche aux données classiques. Mon médecin de famille, mon pharmacien, mon infirmière et que sais-je, et que ces outils, il faut faire un peu de pédagogie, et je répète, il faut à un moment, je crois, il faut que quelqu'un tienne la barre. C'est sûrement une des difficultés auxquelles nous serons confrontés, c'est que la multiplication des dispositifs, des applications, va amener le citoyen à une certaine perplexité qui sera « qui est responsable de moi ?» Et cette perplexité, il faut y travailler un petit peu dessus parce que 50 ans auparavant, on savait que c'est le médecin généraliste. Maintenant, entre les applications, le dossier médical partagé, tout ce qui existe, il faut donner aux citoyens un fil conducteur sur qui gère ma santé. Oui, c'est vrai que cette question de la responsabilité, on l'a peu évoquée sur cette table ronde, les uns et les autres. Quel est votre sentiment là-dessus? Peut-être Jean-François Bouscarin sur la question de la responsabilité. Yves Roland avec ICOP aussi, peut-être que c'est une question qui va se poser forcément. Oui. Alors, on a des notions de responsabilité. Bon, le discours que notre collègue généraliste vient de donner, il y a 10 ans à peu près, il était imprononçable. Oui, on est une équipe de soins et le colloque singulier n'est pas suffisant dans le prendre soin. Il y a le colloque singulier, il y a une ordonnance. La sécurité, c'est que le patient, en fait, à la maison, quand nous on le voit, il ne prend pas le traitement. Même si c'est une molécule de chimiothérapie très chère et qu'il sait que ça va le soigner, il a décidé, et il a raison d'avoir ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, le patient, y compris dans mon espace santé, on parlait de prévention. Oui, il faut qu'on rattrape. Tous les pays du Nord qui sont très avancés sur la prévention ont des statistiques, les ARS en rêveraient, avec une population en meilleure santé qu'aujourd'hui, alors qu'on est quand même un des pays où on soigne le mieux. Donc il y a ce paradoxe pour lequel il faut qu'on comble. Donc il faut, je l'ai fait hier, mon espace santé, avec pas ICOP, parce que je ne suis pas dedans, je suis un peu plus jeune, mais mon bilan de prévention qui démarre entre 18 et 75 ans. On est tous donc habilités à faire à un moment donné un flash, à peu près comme sur l'autoroute, savoir à quelle vitesse vous roulez. Et j'ai 2 items qui ne vont pas bien. Alors il y en a un, j'ai pris du poids, donc je le sais, je ne le savais pas, je l'ignorais, mais les fonctions étant de tourner autour des petits fours, en tout cas dans les règles de l'art, je ne suis pas bon, donc je le sais, et donc je vais amener à faire une séance de sport complémentaire. Et donc si chacun aussi est maître de sa santé, à un moment donné, la responsabilité, c'est de dire qui est mon médecin traitant, infirmier référent, on vient de l'intégrer dans la loi, et c'est une bonne chose, puisque c'était une recommandation pour les pays de l'OCDE, et puis en face, mon pharmacien correspondant, grosso modo, ce triptyque qui va interagir pour améliorer la santé. On s'appelle, alors dedans on y met des outils numériques, et je vais faire un dernier petit focus par rapport à l'intelligence artificielle et au focus, puisque vous parlez de responsabilité, il nous responsabilise. Parce que si moi, demain, ChatGPT, il en sait mieux que moi, parce que les patients les utilisent et qu'ils me posent le diagnostic, je ne serai pas bon. On n'a jamais vu autant les professionnels de santé, aujourd'hui de nos âges, qui sont pourtant sortis des bancs de la fac ou de l'école depuis longtemps, être en action de formation continue, parce qu'effectivement, on est challengé, poussé par la technologie, et il faut qu'évidemment, on reste à des degrés de responsabilité les plus forts possibles. Et ça, c'est positif. Célia Cardozo, vous vouliez dire quelque chose, puis ensuite le professeur Roland. Oui, je voulais rebondir justement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la responsabilité finalement qui incombe aux patients ou aux proches aidants. Et je voulais juste illustrer ce propos par une expérience personnelle que j'ai eue justement hier. Donc hier, je suis allée voir mon médecin traitant. J'avais rendez-vous depuis plusieurs semaines. Je suis arrivée, j'étais à l'heure. Il m'a pris tout de suite. En fait, c'était pas mon médecin traitant, c'était une remplaçante. Donc elle m'a demandé pourquoi vous venez. J'ai mal au dos. J'ai déjà fait une radio, tout va bien. Elle m'a touché à l'endroit où j'ai mal. Elle m'a dit, on va faire une IRM. Et puis après, vous irez voir un rhumatologue. Elle m'a fait l'ordonnance de l'IRM. Et voilà. Et là, je lui ai dit, attendez, j'ai encore besoin d'autre chose. J'ai donc 2 PAI à faire pour mes 2 enfants. Donc un PAI par rapport à la pathologie de ma fille, un PAI par rapport aux troubles de mes enfants. Elle m'a dit, écoutez, je vais prendre note et puis je vais laisser les documents au docteur Truc qui rentre demain. Ok. Donc j'ai remercié, je suis partie, ça a duré un quart d'heure.
je suis rentrée chez moi. Entre-temps, la situation de ma fille, donc sa santé s'est dégradée. Donc moi, j'avais la veille envoyé un texto à sa chirurgienne, puisqu'elle est elle est suivie par une chirurgienne qui est à Paris, et donc qui m'a envoyé du coup une ordonnance pour faire une IRM. Donc je suis rentrée chez moi avec mon ordonnance d'IRM. J'avais reçu entre-temps l'ordonnance d'IRM de ma fille, donc j'ai appelé vite le CHU de Purpan, hôpital enfant malade, parce que ma fille, ayant 17 ans, elle est encore en pédiatrie. Là, on m'a dit, écoutez, envoyez-nous l'ordonnance en expliquant pourquoi elle en a besoin, donc sachant qu'elle est née avec cette pathologie et qu'elle va très très régulièrement au CHU Purpan justement pour cette pathologie. Donc, j'ai écrit un mail, je l'ai envoyé. Ensuite, j'ai essayé de trouver un rendez-vous pour ma propre IRM que je n'ai pas trouvé, donc j'ai laissé tomber. Et ensuite, on vient me voir, on me dit mais il faut prendre soin de toi, Célia, il faut prendre soin de ta santé. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai dû travailler et aussi téléphoner au CPE du collège de mon fils, qui, je viens de me rendre compte récemment, est victime de harcèlement scolaire du fait de son handicap. Donc, voilà, c'est pour ça, la responsabilité du patient, en fait, on l'endosse déjà. Et je partage ça avec vous, pas pour... voilà, c'est pas pour le côté misérabiliste, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous dire de l'intérêt de travailler ensemble pour que vous puissiez avoir conscience de ce que c'est réellement que de vivre avec une maladie, vivre avec des personnes qui sont malades et qui dépendent complètement de vous. Et ce fardeau que c'est, qu'on fait avec. Voilà. Moi, je vis, je suis heureuse, j'adore mes enfants, je m'épanouis professionnellement. Mais je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns aux autres, en fait. Ouais. Merci pour ce témoignage. Professeur Roland, sur la question de la responsabilité avec ICOP. Alors, l'outil ICOP, il est conçu pour que les personnes âgées soient responsabilisées face à leur santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été conçu par l'OMS, donc qui a vocation à être déployé partout dans le monde, à des endroits où il n'y a pas beaucoup de médecins. On est convaincus qu'il faut que les personnes âgées s'approprient leur santé. D'ailleurs, si on se projette dans les 10 ans à venir, les personnes que l'on voit actuellement ne sont pas celles que l'on aura dans 10 ans. Elles auront une culture qui sera très différente, une attente qui sera très différente. Et je pense que ça va vraiment dans le sens de ce qu'attend la population. Et par ailleurs, il faut que les soignants s'emparent aussi de cette acculturation de nos patients, parce que nos patients, maintenant, ils vont sur Internet, ils vont sur Google, ils s'approprient des informations qui tombent d'ici et de là. Et si cette formation, cette acculturation pour que les personnes âgées prennent en compte leur santé, si on ne la prend pas en main, nous, soignants, ils le feront tout seuls. Et c'est peut-être dommage, parce que ce sera peut-être une perte de chance pour eux. Oui, bien sûr. Oui, sur la question de la responsabilité, par exemple, sur les établissements que nous, on dirige, enfin, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, c'est la question de la protection des données. Puisqu'il y a des risques aussi, effectivement, vous disiez aussi de captation des données, ou de le faire en sorte que, et on revient au consentement éclairé ou très éclairé, on a dit ce matin, nous, on est avec des personnes qu'on accompagne qui sont vulnérables. Donc la question de la recherche du consentement éclairé, de la bonne information, de l'accompagnement de la personne, et donc le fait qu'elle soit aussi actrice de sa santé, dans la mesure du possible, alors avec ou pas les aidants, ça dépend parfois des situations. Donc on a une obligation de cet ordre-là, qui est vraiment d'être très vigilant là-dessus. 1, d'être sur le consentement, 2, être sur la protection des données. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel il faut qu'on soit vigilant aussi, parce que lorsqu'il y a des applications numériques et qu'on vient nous vendre des applications numériques, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de la captation de données, parce que ça, on ne le sait pas forcément, ou du piratage. Donc, c'est une vigilance accrue. On va prendre quelques minutes pour interagir avec vous, si vous avez des questions, et puis voir si à Montpellier, il y a des questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ils sont partis en week-end à Montpellier, déjà. Ils ont la plage pas très loin en même temps. Ils vont être contents, ceux qui nous regardent et nous écoutent. Laurent Schmitt, vous voulez dire quelque chose? Prenez le micro avant de prendre une question, s'il y a. Je me sentirais un peu fautif. On a parlé
et à juste titre, de la santé de la population et des citoyens si je ne disais pas un mot de la santé des soignants. Et je voudrais dire qu'il y a actuellement dans le système de soins un nombre très important d'aides-soignants, d'infirmiers, de paramédicaux ou de médecins qui ont des graves troubles ou des addictions ou des burn-out. Et la santé générale, si je puis dire, d'une population passe aussi par toute une série d'actions pour garantir la santé des soignants. Merci de cette précision indispensable. Merci à vous. Alors, y a-t-il des questions, des partages d'expériences ? Merci. Bon, alors, indépendamment du fait que maintenant je m'occupe des déserts médicaux, je suis une ancienne infirmière. Et je voudrais porter quand même un témoignage par rapport à notre profession. Lorsque l'informatique est arrivée dans les années 90, je me souviens de réunions aux caisses primaires de la Haute-Vienne, en l'occurrence, avec médecins, infirmiers, et la réticence terrible qu'avaient les médecins à s'informatiser. Nous étions, nous, en avance, les infirmiers, et nous avions déjà des logiciels pour ça. Lorsque le téléphone est apparu, ça a été une chose extraordinaire pour nous, car nous avons pu poser des perfusions, les surveiller à distance avec notre téléphone. Ça a été vraiment magique au niveau des prises de rendez-vous, etc. Et aussi, en effet, maintenant, nous partageons les photos de certaines plaies, etc., qui nous permettent de discuter entre nous. Donc, voilà. Donc, c'est bravo parce qu'on a fait un petit peu avant. Sophie Voinis, excusez-moi, mais vous avez dit des méchancetés sur les Montpelliérains qui Non. sont toujours là et Oh, qui je m'en nous excuse. écoutent. Et donc, Je les adore. voilà, J'adore Montpellier. J'espère bien. Bon, voilà. On les salue, on les remercie d'être là. Alors, posez-nous des questions à Montpellier. Allez-y, manifestez-vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'autres questions, d'autres partages de témoignages sur la table ronde? Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous avez envie de mettre en exergue les uns et les autres? Un complément? Oui, le micro est ouvert, allez-y. Hein. Pour rebondir sur ce que vous dites, madame, effectivement, nous avons fait le choix, surtout à Montrégeau, que le logiciel partagé, puisque je ne l'ai pas dit, mais un des liants, un des ingrédients des MSP, c'est quand même le système d'information partagée. Et ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Pour les médecins, oui, vous avez raison. Le secret médical est une chose qui est interprétée par chacun d'entre nous. Quelquefois aussi, on a affaire à des professionnels qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas du tout envie d'avoir l'information. On a ce genre de réaction. C'est pas facile à traiter dans une équipe, hein, parce que quand on a l'information, on a la responsabilité, pardi. Et oui, c'est tellement plus facile de dire tu vas t'en débrouiller, moi j'ai fait le job, je t'ai informé. Vous voyez, donc ça pose vraiment, c'est pas quelque chose qui est encore généralisé. Voilà. Alors comme me le soufflait à l'instant Laurent Schmitt, c'est vrai que pour les jeunes générations, c'est plus avancé. Ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent complètement, ça ne veut pas dire qu'ils savent où mettre les informations, parce que dans un logiciel, il y a des zones qui sont perso, il y a des zones qui sont publiques, ça demande un petit peu de culture là-dessus. Et puis nous avons eu notre cher espace régional d'éthique qui est venu nous voir et qui nous a dit que peut-être que l'ouvrir à tous les professionnels, il faudrait réfléchir. Enfin, vous voyez, c'est un gros enjeu, ce n'est absolument pas réglé. Et alors, quand en plus on introduit la commission des usagers dans la réflexion, ça donne des réunions qui déménagent un peu. J'allais témoigner justement du fait que nous avons passé un long moment, quand nous sommes venus vous visiter, à discuter de ce sujet qui était à l'évidence un sujet important dans votre environnement, quoi. C'est clair. Jean-François Bouscarin, vous vouliez dire quelque chose? Deux réflexions à votre témoignage qui est à la fois fort et quasiment émotionnel. Et en fait, c'est ce que nous, on vit souvent à domicile aussi avec les patients en copartenaire. Et souvent, ils se tournent vers nous en nous disant « Est-ce que vous allez pouvoir nous aider ?»
Et en fait, nos compétences, elles sont réduites. Et donc, on pourrait être un coach, et j'espère que dans la notion de l'infirmier référent, comme l'entend le législateur, ça ne va pas être une mesurette, c'est-à-dire qu'il soit pour un certain nombre de patients un vrai professionnel qui accompagne, qui, un peu de manière opposable, appelle le collègue gériatre en lui disant « écoute, là, la situation, elle est urgente, c'est pas dans 3 semaines qu'il faut que tu prennes Madame Untel, c'est là, dans la journée, et idéalement, tu vas lui chanter les urgences parce qu'au regard de... il vaut mieux qu'elle atterrisse directement en service où je sais qu'il y a les compétences requises pour qu'elles soient prises. On le voit, on voit les lignes qui bougent. L'ARS et le législateur viennent de décider que les infirmiers puissent faire des certificats de décès. C'était des moments émotionnels pour les patients qui ne trouvaient pas pour trouver quelqu'un pour faire en fait un certificat de décès et l'analyse du sujet décédé. Et il ne comprenait pas pourquoi l'infirmier n'était pas capable de le faire, alors que c'était lui qui l'avait soigné pendant des semaines, et en particulier sur la notion de soins palliatifs. Donc là, de manière humaine, le soin aussi est en train de trouver une forme de pragmatisme dans son orientation. On peut pousser en disant pourquoi ce fameux document administratif qui va foutre votre vie en l'air, il n'y a pas un autre professionnel que le médecin. J'ai entendu, si on veut attirer, c'est ça aussi l'enjeu des professionnels dans nos métiers, c'est le médecin généraliste qui acquiert des compétences dans des beaux locaux, dans des endroits où il y a un peu de vitalité, d'activité, y compris scientifique et de recherche, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est tous aussi dans une notion de recherche, et de notre côté, évidemment, des compétences plus élargies qui sont en équation avec les aspirations des jeunes. Oui. Peut-être d'abord saluer une certaine forme d'optimisme collectif, ce qui n'est pas dénué de réalisme et de regard de retour d'expérience des uns et des autres. Je voudrais réinsister sur la notion de collaboration et de coopération. Ça a été évoqué, la révolution, alors je ne sais pas si c'est une révolution ou une évolution, un changement de mentalité du partenariat avec effectivement les usagers et les malades est quelque chose d'absolument essentiel vers ce qu'on appelle, dans cette expression un peu difficile, de savoir expérientiel, mais qui effectivement, pour bon nombre de choses, les malades en savent plus que les soignants. Il faut savoir les écouter. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut leur laisser la coordination de leur propre parcours. Et c'est ça aussi un petit peu le danger. De temps en temps, finalement, le système, peut-être vous le connaissez mieux que moi, débrouillez-vous. Je peux parler d'expérience en tant que malade aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Attention. Et toute la coordination des soins primaires que j'ai évoqués, je n'y reviendrai pas sur les CPTS et tout ça, c'est aussi mobiliser des moyens pour aider les professionnels à la coordination de ce parcours, avec la bonne personne. Il ne s'agit pas de consacrer du temps d'infirmier, de médecin sur des tâches qui ne relèvent pas de ses compétences propres, au contraire. C'est pour ça que les assistants médicaux ont été développés, c'est pour ça qu'effectivement, au titre des CPTS, l'assurance maladie, là en l'occurrence, plus que l'ARS, mobilise des moyens considérables à l'échelle nationale. On parle de milliards d'euros pour cette coordination. Avec une deuxième petite remarque, attention parce que le smartphone n'est pas la solution miracle de la coordination. C'est un outil fantastique, je l'utilise comme nous tous. Ça a été évoqué, Yves l'a évoqué, la problématique de l'accès à l'utilisation de ces outils par les personnes âgées. Mais détrompez-vous, quand on écoute les pédopsychiatres, ils nous disent mais les ados, ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir correctement parce qu'ils ont la logique du lien hypertexte, des tablettes et autres. Et un questionnaire structuré, ils ne savent pas le remplir, même sur des choses extrêmement simples. Donc, attention à la question du fantasme de la solution miracle. Il faut bien sûr continuer à utiliser ces outils, les développer. Mon espace santé, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'ergonomie, sur l'interopérabilité, tout ça a été dit. Mais attention de basculer presque dans ce qui est une espèce de pensée magique. Non, il faut écouter les usagers. Il faut continuer à faire évoluer ces outils, et les usagers, c'est aussi les professionnels de santé, pour les rendre perfectibles. La Cour des comptes a émis un avis assez objectif, je trouvais assez critique sur mon espace santé. C'est intéressant de voir des gens très distants du système porter ce regard un petit peu critique. Il faut les écouter, voilà. Donc simplement ce petit bémol par rapport à cette énergie collective et de volonté de coopération. Je vais tout à fait dans le sens de ce que vous dites sur le transfert de responsabilité au patient dans son parcours. Parce que sur le plan également de l'assurance,
c'est à un moment donné le responsabiliser du fait que s'il ne suit pas son parcours, c'est lui qui en est responsable. Et c'est pas... Et donc il y a aussi un sujet très important sur le plan économique pour le patient. Et je crois que ça, c'est un sujet d'ailleurs qui est souvent mis en avant par les associations en disant faites attention aussi à ce que la décharge de responsabilité sur le parcours soit donnée aux patients et donc prise en compte par le système assurantiel sur ce plan-là, quoi. Allez, est-ce qu'on a une dernière question? Et si ce n'est pas le cas, moi je partage votre constat et je vous remercie pour cet optimisme collectif. Merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour la grande richesse de vos propos. On salue tous les Montpelliérains. Je leur envoie toute mon amitié et mes excuses si je les ai froissés. Évidemment qu'on les adore à Montpellier. Je vous laisse le soin de conclure, cher Michel Clanet, cet après-midi. Très vite. Qu'est-ce que j'ai perçu? J'ai perçu aujourd'hui incontestablement une mutation profonde de nos systèmes de santé, surtout quand on a commencé la médecine dans une période où les scanners n'existaient pas. Bon. Je pense que c'est une transformation importante dans laquelle effectivement il y a, et vous l'avez démontré aujourd'hui, une adaptabilité, une flexibilité du système. Et finalement, quand je me déplace dans les territoires, comme certains, j'entends beaucoup de personnes qui se plaignent. Je n'ai pas beaucoup entendu de plaintes aujourd'hui, mais au contraire, finalement, d'une certaine autre façon de voir les choses dans l'avenir qui peut permettre au système de s'adapter. Alors, peut-être en utilisant des outils nouveaux, et je pense qu'on a perçu également quel était finalement le recul qu'il fallait avoir avec les outils de plus en plus complexes que vous allez avoir, les jeunes, à utiliser dans l'avenir, mais en même temps avec la volonté de vous apprendre à vous en servir. Je pense qu'il est important également que l'on mette en avant le problème de la démocratie en santé. Et je pense que ce dont vous avez dit qu'il était important, c'est-à-dire d'écouter les savoirs expérientiels et pas uniquement de considérer la démocratie en santé, la place de l'usager comme finalement un instrument nécessaire puisque la loi le dit et que le droit des patients le nécessite. Mais voilà, je pense que tout ça, je l'ai entendu et j'ai trouvé intéressant tous les aspects que vous avez soulevés. Je crois également que c'est de l'éthique que de permettre ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter de multiples regards qui ne sont pas toujours cohérents, mais qui sont complémentaires sur un même sujet. Et je pense que c'était de l'éthique aussi que nous avons fait. Puis je voudrais revenir sur finalement la conférence inaugurale, c'est-à-dire vous nous avez montré un peu aujourd'hui ce que demain soigner voudra dire, avec en particulier l'importance de maintenir la place de l'humain dans le soin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment.